Je suis Swan, hypnopraticienne, coach de vie et praticienne des stress. Je vous accompagne à travers des séances d'hypnose thérapeutique, des coachings et des séances de rééquilibrage énergétique à travers la technique des stress. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je reste bien évidemment à votre disposition si besoin. Bonne écoute. Comme le disait notre cher Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai eu l'immense joie de rencontrer Sibylle par hasard, plutôt sous l'action du destin. Elle a accepté de nous ouvrir son cœur et nous offrir un beau témoignage de son histoire d'amour, de son histoire de flamme jumelle avec Bilal. Les prénoms ont bien sûr été changés. À présent, écoutons notre chère Sibylle à propos de son histoire d'amour. Raconte-nous les grandes lignes de ton histoire d'amour. Bonjour, je m'appelle Sibylle. Je vais vous raconter très brièvement les grandes lignes de la plus courte et la plus marquante des histoires d'amour de ma vie avec un homme qui s'appelle Bilal. Nous nous sommes rencontrés un soir de mars 2008 dans une salle de cinéma et nous nous sommes aimés pendant, en tout cas nous avons été en couple pendant à peu près 7 ou 8 mois. Nous nous sommes séparés, je crois, en novembre-décembre. Il m'a quittée en novembre et décembre 2008. Au bout de quelques mois d'agonie, j'ai fini par essayer de me perdre dans les bras d'autres garçons, physiquement en tout cas, et, et j'ai rencontré mon conjoint actuel, avec qui je suis partie en me sentant aimée. Euh, Bilal a compris à ce moment-là qu'il venait de perdre la femme qu'il aimait. En tout cas, moi, j'ai compris qu'il m'aimait quand il m'a perdue, puisqu'il a commencé à manifester un intérêt euh, envers moi, et je ne me suis pas retournée. Je, il a essayé, il me contactait régulièrement les 3 ou 4 premières années. Moi, j'étais heureuse avec cet homme qui m'apportait beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité, tout ce dont j'avais besoin à l'époque. J'ai eu des enfants avec cet homme. Et quand j'ai continué mon chemin et je ne me suis retournée qu'au bout de 10 ans. J'ai repris contact avec lui en novembre 2019. C'est ce qu'on peut appeler le fameux réveil du runner. Comment as-tu su que votre lien était spécial? Je n'ai pas perçu que notre lien était spécial, ou en tout cas la spécificité de notre histoire d'amour. Je la voyais par le spectre de sa difficulté. Je n'avais jamais vécu une histoire aussi chaotique en si peu de temps, avec des hauts et des bas, des moments de grand bonheur et de grande détresse. Ça, c'était assez unique. La spécificité dans ce qu'il y a de beau, je ne l'ai identifié que lorsque je me suis réveillée en 2019. J'ai fait une lecture totalement différente de notre histoire un jour. C'est arrivé comme ça, je me suis replongée dans des échanges qui avaient 10 ans, et il y a un voile de colère, de rancœur qui s'est levé en fait, et je n'ai vu que qu'il y avait de beau. Mais je ne l'ai pas identifié tout de suite. Et évidemment, le fait de découvrir le concept de flamme jumelle a encore participé à rendre, à voir notre relation dans son aspect unique et magnifique. Savoir que vous êtes flamme jumelle a-t-il une quelconque importance pour toi? Alors j'ai appris, découvert le concept de flamme jumelle en mars 2020, soit 4 mois après mon réveil.
Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'étais complètement démunie par cette explosion d'émotions, cette obsession soudaine pour quelqu'un que j'avais pas oublié, mais en tout cas qui ne faisait plus partie de ma vie depuis longtemps. Et effectivement, je suis heureuse qu'on soit venu me donner cette réponse-là, parce qu'on est venu me la donner, parce que à la fois ça a légitimé quelque chose je n'arrivais pas à comprendre. Ça a et ce que ça a généré de plus incroyable, c'est que quand on comprend la systémie, on fait une deuxième lecture d'un passé, et on voit les enchevêtrements de tous les événements, de toutes les interactions avec son jumeau, de tout ce qui n'est pas explicable, et on comprend que à travers lui, tout ce qui était fait était une opportunité de se dépasser et de guérir et de se découvrir. Et quand on comprend ça, même dans les événements qui laissaient une trace de rancune, qui laissaient une blessure, on, on aime encore plus l'autre. Et je crois que le fait de découvrir ça, c'est une porte ouverte vers ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si j'y suis encore, mais j'ai un amour infini pour Bilal. Et donc ça, oui, ça a changé des choses, de savoir que c'est important pour moi de savoir qu'on est flammes jumelles. La seule difficulté, euh, c'est qu'il y a peut-être à la fois une libération et le danger de l'emprisonnement dans le concept. Parce qu'en fait, on comprend que le parcours est fait de différentes étapes, et quand on aime, quand on a été élevé euh, dans notre société, qu'on nous lit des histoires des contes de fées, de petites filles qui voient leur vie complètement bouleversée par l'arrivée d'un prince, et que le fait de partir avec ce prince, d'avoir des enfants avec lui est une finalité, une réussite en soi. On place la réunion ou la fusion comme la ligne d'arrivée. Et on finit par magnifier tellement le lien qu'on on le, comment dire, on n'arrive plus à le démystifier, à le voir comme une simple histoire d'amour, avec toutes les options qui sont possibles, de la vivre ou de ne pas la vivre, de pouvoir la vivre ou de ne pas pouvoir la vivre. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est le seul moment où il y a quelque chose d'enfermant quand on sait qu'on est flammes jumelles, c'est de sortir de cet objectif de réunion. C'est très difficile. Comment as-tu pris conscience du lien de flammes jumelles, quand et au bout de combien de temps t'es-tu réveillée? J'ai pris conscience que j'étais en parcours 11 ans après notre rencontre. J'ai repris contact en novembre 2019. On s'est séparés en 2008. Il a essayé pendant, je dirais, sur 10 années de séparation, peut-être pendant 7 ans, de me recontacter en tout cas. Je, je sentais énergétiquement que même via un SMS qui disait «Hey, salut, comment vas-tu, bonne année», je sentais tout le poids de sa tristesse, de ses regrets, euh, et, et je ne pouvais pas donner suite en fait. C'est ça que je fuyais, c'est la lourdeur du lien. Il y avait quelque chose de pesant qui me ramenait à tout ce qu'on avait vécu de difficile, et moi je voulais pas y retourner, j'avais envie de quelque chose de simple. Euh, et je pars j'avais 39 ans, je pars aux 40 ans d'une amie dans le sud de la France, et en revenant là où j'habite, en train retour, il y a eu
un énorme orage dans la région qui fait que mon train fait un arrêt imprévu dans sa ville. Je sais, grâce aux réseaux sociaux, qu'il vit depuis 2 ans. Donc il vit dans le sud de la France depuis 2 ans. Mon train fait un arrêt de 3 heures pour problème technique. Et je ne sais pas pour quelle raison, sans y réfléchir plus d'une seconde, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message qui disait: «Hey, salut, je suis là, t'es là?» Il m'a répondu assez rapidement: «C'est dommage, je suis pas là, je suis à Paris» et j'ai fait mon arrêt et puis je suis rentrée chez moi. Et le soir, je me suis replongée dans nos échanges et tout a basculé. Je ne voyais plus la même histoire, je ne voyais que la beauté de notre histoire. J'ai vu l'amour que je lui portais, incroyable, et ça a été difficile de gérer, ce retournement de situation. Je mangeais plus, pas une j'ai pas une nature à ne pas manger, au contraire, moi ça va bien et puis plus je boulotte en général. Là, j'ai eu peut-être 2 mois, 3 mois, j'avais plus trop d'appétit. J'ai dû aller voir une thérapeute parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle m'a dit tout simplement, «Écoutez, je pense que vous n'avez pas fait le deuil de Bilal, donc vous êtes passé de Bilal à votre conjoint actuel, vous n'avez pas fait ce travail de deuil, on va le faire en analyse». Nous avons essayé, ça n'a pas marché très longtemps. Je pleurais énormément, tous les jours. J'avais des crises de larmes. Je me cachais pour pleurer. Il n'y a pas que les oiseaux qui se cachent pour mourir, les flammes jumelles qui se cachent pour pleurer. Hem un jour, en allant faire mon jogging, je pleure en courant et je demande à je ne sais pas à qui, «Dites mais pourquoi? Que se passe-t-il, en fait? Moi, j'étais bien, pourquoi il revient dans ma tête? Pourquoi il revient dans ma vie?» Et là, j'entends âme sœur. C'est mon subconscient, je ne sais pas qui s'adresse à moi, mes anges, en tout cas, j'entends âme sœur et je réponds à cette information en disant: «Non, non, si c'était mon âme sœur, ce serait pas aussi compliqué, ça n'aurait pas été compliqué. Ce n'est pas une âme sœur, c'est pas possible». Mais quand même, je rentre chez moi, je me dis: «Bon, peut-être que je me fourvoie sur le terme». Alors je tape sur internet âme sœur, voir la définition, Wikipédia, ne sait-on jamais, et là je vois, flamme jumelle sur la première page de Google et je me dis: «Tiens, c'est quoi ça, flamme jumelle?» Donc je clique et je tombe sur une vidéo, et je commence à écouter cette vidéo et au bout de 5 minutes, je tombe littéralement sur mon lit, et j'y suis restée prostrée pendant 1 heure et demie, j'entendais et voilà comment j'ai découvert que j'étais en parcours, potentiellement en parcours. Selon toi, pourquoi es-tu resté aussi longtemps dans le déni et dans ta relation avec ton âme sœur? Le temps de du repos. Pourquoi il m'a fallu 10 ans? Je pense que c'était proportionnel à ce qu'il y avait à réparer, à remplir, de ce qui avait été cassé quand j'étais enfant, du manque d'amour, que j'avais pour moi, que le temps passe vite. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour, que j'aie mes 2 enfants, que je reprenne des études aussi et et en fait, mon conjoint est une matrice de transformation indispensable pour affronter l'exigence du parcours. Sans elle, sans mon énergie tierce, je ne suis pas sûre, que j'aurais été capable d'affronter toutes mes zones d'ombre quand elles m'ont explosé à la figure, au moment de mon réveil. Hem, le temps du déni et aussi le temps qu'il a fallu à mon autre pour rentrer en complétude et pour faire le deuil. Hem, c'est le temps qu'il a fallu sur cette terre d'exil pour, pour me prendre des forces, en fait. Pour prendre des forces parce qu'il ne faut pas oublier que le parcours de flamme jumelle, au moment de la reconnexion et au moment de la relation, quand elle est dans la 3D,
est très, très éprouvante. Elle est très éprouvante, elle est très sombre, elle reflète nos parties d'ombre et le jumeau ne vient pas remplir, il vient mettre en lumière le vide. Ce travail de, de guérison, de compensation, d'estime de soi, d'amour de soi, alors il vient un moment de soi-même évidemment, mais il vient aussi par les rencontres, et je crois que l'énergie tierce est une rencontre fondamentale quand ça se passe bien, quand c'est quelqu'un de sain et que c'est un être humain extraordinaire comme l'est mon conjoint. Euh, il vient soutenir tout ça. Il vient vous dire qui que tu sois, dans tes parties lumineuses et sombres, même dans les parties de toi-même que tu ignores, je suis là. Et dans mon histoire personnelle, faire attention au transfert, mais dans mon histoire personnelle, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aime malgré tout. Parce que j'avais pas eu dans mon enfance, parce que mon papa m'a abandonnée, et qu'à travers les hommes, j'attendais ça, euh, cet amour constant, cette constance, cette présence, cette sécurité d'être aimé en fait. Et il est impossible que votre jumeau d'âme vous apporte ça, puisqu'il va pas venir compenser. C'est pas son boulot. Donc 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que je comprenne tout ça, que je prenne des forces pour affronter ce qu'il y a eu à affronter le jour de mon réveil, et ça n'a pas été une mince affaire. Sans ma famille, sans mon conjoint, je pense les choses peuvent être très compliquées psychologiquement. Donc merci à mon conjoint pour m'avoir permis cet éveil. Et je crois qu'à un moment, l'autre ne fait pas vraiment partie de l'équation. Parce qu'en fait, tout ce qui se joue lors du réveil du yin, la plus grosse partie de dossier à gérer, le plus lourd poids à gérer, c'est d'être face à soi-même et de ne plus se mentir. Et de faire une lecture de tout ce qui s'est passé dans sa vie, et de faire une lecture limpide euh, et d'être honnête avec soi. Et je crois que le jumeau rentre pas dans cette équation-là. Durant ta fuite, ressentais-tu des phénomènes énergétiques comme une attraction énergétique irrésistible, des rêves de ton jumeau, des synchronicités, etc. Alors pendant ma fuite, mon déni, je suis désolée, j'ai peut-être décevoir beaucoup de polarité yang, mais je n'étais pas sensible à des phénomènes énergétiques. La seule chose qui était étrange, c'est que de temps en temps, quand j'allais très rarement, mais de temps en temps sur son Instagram, quand je voyais une photo d'un paysage, une photo, il n'y avait pas d'information particulière, je savais dans quel état émotionnel il était. Donc ça, c'était assez curieux. Et il y a eu un événement effectivement qui a été étrange, c'est qu'un jour, ça faisait des mois que j'étais pas allée sur son Instagram, et je vais sur son Instagram ce jour-là et je vois un post qui venait d'être posté avec un hashtag qui laissait entendre qu'il n'allait pas bien du tout. Et j'y suis allée ce jour-là, comme s'il y avait eu peut-être un appel, je sais pas, mais en tout cas quand je suis partie, j'avais pas non, je vivais ma vie moi. Donc c'est pour ça que je mets en garde les polarités conscientes du concept, éveillées au concept de flamme jumelle quand elle regarde des tirages généraux. Euh, Quand on est en déni, on est en déni. C'est-à-dire que peut-être que notre âme sait, mais dans notre réalité, ça n'existe pas. En revanche, quand j'ai été éveillée au lien, quand je me suis réveillée, j'ai
refait cette lecture du passé et j'ai vu et regardé les synchronicités et elles étaient plutôt incroyables. Notre rencontre était la plus belle, synchronicité, il y en a eu d'autres. Et là, je les ai vues. Mais quand on a son masque et qu'on s'en va et qu'on ne veut plus, on ne voit pas. On ne veut pas. On ne voit que ce qu'on cherche. Et quand on ne cherche pas dans cette direction-là, on ne voit pas. Pourquoi as-tu fui? Qu'est-ce qui t'a fait fuir? Dans mon histoire, je ne suis pas la polarité qui a fui tout de suite. C'est, ça a été très difficile pour moi de découvrir de quelle polarité j'étais, parce que dans les faits, c'est mon yang qui fuyait, qui me fuyait. Je crois comprendre aujourd'hui qu'il fuyait parce qu'il n'avait pas le contrôle qu'il voulait, qu'il n'arrivait pas à me comprendre et il m'a dit: «Je n'avais pas le mode d'emploi». C'est pas yang de dire ça, c'est je n'avais pas le mode d'emploi et donc en 6 mois, 7-8 mois de relation, je pense qu'il y a eu au minimum, c'est assez flou, mais au minimum 6 ruptures qu'il, qu'il, heu, qu'il générait en fait, donc il s'en allait. Il revenait en général 2 semaines, 3 semaines plus tard. À chaque fois, moi je n'attendais que ça qu'il revienne, donc voilà. Donc moi, quand on était ensemble, je ne n'étais pas celle qui quittait. En revanche, quand j'ai compris que j'étais de polarité yin, que j'avais avant ma reconnexion avec lui, hem, j'avais un faux masque de yang que mon ma polarité yin n'avait pas pu, à travers des histoires personnelles de ma vie, s'exprimer. Donc j'avais un faux masque de yang et quand j'ai été reconnectée avec mon jumeau, quand je l'ai rencontré, mon yin a pu s'exprimer. J'avais probablement encore du yang, puisqu'on a les 2 hein, de toute façon, donc j'avais aussi peut-être, probablement un peu de yang. Mais en tout cas, je ne suis pas celle qui quittait l'autre, mais je me suis demandé si, dans la blessure de rejet qui était la mienne, je n'expérimentais pas la blessure de rejet en poussant l'autre à me rejeter. Et ça, je l'avais, après ma rupture avec Bilal, je l'avais, abordé avec un thérapeute. J'ai repris une thérapie après notre rupture. On était plutôt sur le spectre de l'abandon, puisque j'ai une histoire personnelle. Mon papa est parti quand j'étais petite. Donc mon psy m'avait expliqué que peut-être je reprovoquais des situations d'abandon pour revivre quelque chose que je connaissais. Je pense que je provoquais le rejet. Et effectivement, j'avais quand même une instabilité émotionnelle, un, un franc-parler qui déstabilisait beaucoup Bilal. Et il n'arrivait pas à le gérer en fait. Il n'arrivait pas à me gérer et il n'arrivait pas à contrôler. Donc il partait et il revenait. Donc dans cette première partie de notre histoire, je n'étais pas celle qui rejetait. En revanche, à un certain moment, à force d'être abîmée par ses départs et ses retours, d'être esquintée, j'ai fini, mon subconscient a fini par associer, je pense, Bilal à un danger. À un danger, et je pense que mon déni était quelque chose qui a été mis en place pour me protéger de quelque chose qui aurait été insurmontable, parce que je crois que dans cette histoire, j'étais une tête brûlée. C'est que j'aurais pu continuer, mais je ne sais pas jusqu'à à quel point et à quel point je me serais esquintée dans cette histoire. Donc à un moment, mon cerveau a fermé les portes. Quand il est parti, on habitait à Paris à l'époque, il est parti travailler dans une autre ville. Ça a marqué notre rupture définitive. Il revenait de temps en temps, prendre des nouvelles en mode pote. «Et salut, tu vas bien?» Sauf que moi, j'essayais de passer à autre chose et que quand, votre autre revient, il vous remet le nez dedans et c'est reparti, on repart de zéro. Et un jour, je n'en
pouvais plus en fait. J'avais trop souffert, j'ai développé un acné, j'étais complètement à côté de mes pompes. J'ai toutes mes À l'époque, je ne l'identifiais pas comme ça. Pour moi, il était la cause de ma douleur, mais ce n'était pas la cause de ma douleur. Il venait réveiller toutes les cicatrices de rejet, de trahison, de tout ce que j'avais vécu étant enfant, et je pense avec le recul que je ne porte même pas que les blessures de mon propre être. Je pense que je porte aussi celles de ma famille, et il y a toutes les blessures karmiques, qui sont nombreuses en ce qui concerne, le rejet et l'abandon également, et qu'à un moment c'était, juste insupportable. Et quand j'ai pu, fuir ça, quand j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a apporté ce dont j'avais besoin pour survivre, c'est-à-dire besoin d'être aimé et reconnu, ce que mon jumeau ne m'apportait pas du tout. J'avais un énorme problème de confiance en moi, c'était une fragilité sur laquelle il venait très souvent appuyer, et moi j'avais pas l'impression d'être aimée par lui, je sentais pas son amour en fait. Moi je ne sentais que j'ai l'impression qu'il m'échappait, qu'il n'était pas franc, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. À la rigueur, les moments où on était le plus heureux, c'est quand on n'était pas ensemble en fait, parce que dès qu'on était ensemble, il y avait toutes ces énergies qui se mettaient qui se rencontraient, et on comprenait pas nous-mêmes. On était heureux de se voir, et quand on se voyait, c'était loin d'être ce qu'on avait imaginé, parce qu'il y avait quelque chose de lourd. Et en revanche, le jour où mon déni s'est mis en place, et que mon cerveau, très entraîné à la résilience depuis que je suis petite, a mis cette processus de protection en place, c'était fini. Il a essayé, de revenir, mais moi c'était fini. Je crois qu'à un certain moment, c'est une question de survie émotionnelle. Je ne pouvais plus supporter de souffrir autant. C'était trop éprouvant. Pourquoi es-tu revenue vers lui plusieurs fois pour fuir ensuite? Je ne suis donc pas revenue, puisque c'est lui qui était dans ce fonctionnement de quitter, de revenir. Moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, je ne suis pas revenue. J'ai j'ai tourné les talons. La seule réponse que je peux éventuellement apporter, c'est que nous nous sommes revus, et je lui ai demandé: «Mais pourquoi tu me quittais autant?» Et même lui, aujourd'hui, quand on en parle, il comprend pas ce qu'il a fait. Enfin, il comprenait pas que il a fait des choses, il dit des choses tellement dures que, moi je sais pourquoi quand on connaît le parcours, on sait pourquoi, mais lui il ne sait pas, il est pas conscient qu'il est en parcours de flamme jumelle. Heu, la seule chose qui m'est dite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est: «Je n'avais pas le mode d'emploi. Je ne savais pas comment faire avec toi», et je pense qu'il avait besoin que je sois dans sa vie, quitte à en souffrir quand moi je suis partie avec mon conjoint, et c'est la seule réponse que j'ai apportée à cette question, parce que moi je ne suis pas partie et revenue, je n'ai pas fait d'aller et retour, c'est lui qui l'a fait. Comment était ton chaser pendant la relation, au début de votre rencontre et vers la fin? Vu que notre parcours est assez long, un parcours long, j'ai une mauvaise mémoire de yin, qui se souvient plus des émotions que des faits. Comment était Bilal quand on s'est rencontrés? Il était tout. Il est vite devenu trop tout pour moi, en fait. Il était indépendant, c'est quelqu'un qui, avait un travail qui partait, à l'étranger régulièrement. Je crois qu'au bout de 3 semaines de relation, il est parti 1 mois. Donc entre les ruptures et ses départs en voyage, on a été quand même, souvent, séparés. Il était, je crois que je le sentais quand il était là, parfois je le sentais absent, en fait. Il y avait quelque chose que j'arrivais pas à saisir. Heu, il était contrôlant, mais pas tant que ça.
ça que ça a été difficile pour moi d'identifier nos polarités, parce qu'il avait quand même fort besoin de liberté et d'indépendance. Euh, il partait, c'était un peu quand il décidait en fait. Moi, j'étais hyper cool. J'avais un petit appartement à Paris, et je me souviens que il avait la clé et il allait boire des coups avec ses potes et il se pointait à 11 heures. Moi, je dormais. Ça me posait pas de soucis. J'étais hyper cool. Euh, et voilà. Quand on est parti en voyage, il faisait les itinéraires. Il avait besoin de driver. Moi, je lui laissais, je m'en fichais. Moi, tout ce que je voulais, c'était être avec lui, en fait, peu importe où, comment. Et à la fin de notre relation, mais très rapidement, de toute façon, quand on était ensemble, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Euh, et, et ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que je sentais qu'il m'échappait, même quand il était là, et j'arrivais à prévoir, voire provoquer ses fuites. C'est des moments où il partait, en fait. Et plus j'étais dans cette peur, plus j'étais instable, plus je le vibrais, plus je le ressentais. C'était un cercle vicieux, en fait, énergétique. Euh, on se sentait emprisonné. C'était très, très difficile et très lourd. Et je pense que quand il partait, il devait se sentir libéré de poids, du lien, en fait, qui venait tout assombrir. Euh, et je pense que la source, compte tenu du fait qu'on n'arrivait pas à se séparer, qu'il y avait des départs et des retours, des départs et des retours, a décidé d'intégrer à nos vies un événement qui faisait que la séparation allait être de toute façon définitive. Quels sont ces traits de personnalité et ces comportements qui t'ont fait peur et qui donc t'ont fait fuir? Les traits de personnalité de mon chaser, euh, je vais vous parler des traits de personnalité de Bilal. Euh, je, je crois que son trait de personnalité qui m'exaspère le plus, mais il a changé. En tout cas, c'est qu'il était moqueur. Il venait appuyer là où ça fait mal. Il était très moqueur, très taquin. Il est toujours, mais quand il taquinait quelqu'un qui n'a aucun self-esteem, qui se dévalorise, c'est toujours assez éprouvant. Et qu'il était assez obtus en fait, avec des idées assez arrêtées. Moi, j'étais celle qui voyait la nuance. Alors, il y a 10 ans, peut-être un peu plus que lui, mais maintenant, ça s'est pas arrangé. Je vois de la nuance partout. Je ne vis pas du tout dans un monde binaire. Lui, il était très dans un monde binaire, et voilà, ça manquait il manquait de flexibilité en fait, de flexibilité, et très très dans le mental quoi. Et c'est bien aussi de voir les choses telles qu'elles sont, mais moi je vivais totalement à travers mes émotions en fait. C'est pour ça que que c'était dangereux pour moi de continuer dans cette histoire, parce que mon cœur m'aurait emmené très loin en fait, voire même dans la destruction de ma structure émotionnelle. Tellement je l'aimais. Il n'y avait pas que de l'amour, il y avait de la dépendance, il y avait beaucoup de dépendance affective. Euh, donc voilà. Un trait de tempérament, des traits de tempérament qui m'agacent, mais que j'aime aujourd'hui autant qu'ils m'agacent finalement. As-tu peur de le contacter ou de le revoir? Si oui, pourquoi? Est-ce que j'ai eu peur de le revoir et de le contacter? Quand c'est un acte du cœur, quand c'est la source qui s'en mêle, quand le runner se réveille, il n'y a plus rien qui lui fait peur, puisque de toute façon, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Alors je sais pas si c'est le cœur, je sais pas, mais donc j'ai fait les choses avec une spontanéité, j'étais presque forcée à les faire, c'était plus fort que moi. Je suis revenue, comme je le dis en plaisantant, comme le GIGN débarquerait à 6 heures du matin dans sa vie.
Et quand effectivement, les retrouvailles, parce qu'on s'est revus, ça a mis 6 mois entre le moment où je me suis réveillée et le moment où il a accepté de me voir. Ça n'a pas été simple. J'ai eu très, très peur. J'ai eu très, très peur, j'ai pris des fleurs de bac et je lui dis, puisque je ne peux rien lui cacher, donc je lui dis: «J'ai tellement peur de te voir» et il m'a proposé d'annuler en fait. Je lui dis: «Non, parce que je suis aussi heureuse que j'ai peur» et quand c'est une action de l'ego et quand le mental, s'en mêle, oui, on a peur, mais finalement l'envie, le désir est plus fort en fait que la peur. Donc heu, donc ça se passe bien, mais effectivement Bilal, dans ses côtés, heu, rudes, il peut être dur, me fait peur. Mmh et j'ai peur de ses réactions, parfois en échange et je vois les 3 petits points et quand j'évoque un sujet un peu sensible et des fois je lui dis: «Ah j'ai peur de ce que tu vas écrire» et il me dit: «Mais pourquoi?» Je sais pas, j'ai toujours peur qu'il lance une bombe, qui me blesse en fait. Je pense mon corps se souvient, d'événements et qu'il y a de la crainte de revivre ça et d'être éprouvé encore par l'autre en fait, par ce qu'il va dire, des actions qui vont être menées. Parfois j'ai peur, mais en général, le cœur est plus fort que l'amour est plus fort que la peur. Qu'attends-tu de Bilal aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends de Bilal aujourd'hui? Heu, c'est une question qu'il m'a posée, j'ai mis du temps à répondre et en fait, je lui ai dit la seule chose que j'ai pu lui répondre, c'est: «Bah, j'attends de la réciprocité des sentiments et en même temps il me doit rien et en même temps il a tellement souffert que qu'est-ce que je peux rien attendre de lui en fait. Qu'il soit honnête et il l'est autant qu'il peut. J'attends même plus de réponse à mes messages, heu, parce qu'il y a beaucoup de messages qui n'ont pas trouvé de réponse, enfin en tout cas ceux qui étaient trop sérieux, mais il est quand même depuis que je suis, revenue dans sa vie, il est très, très présent. Il m'accompagne, lui il a fait le deuil en fait, il m'a expliqué que lui il avait fait le deuil de nous et d'ailleurs c'est pour ça que je suis revenue dans le lien. Donc à toutes les personnes qui sont dans ce parcours et qui ont du mal, et c'est normal, à se décentrer de l'autre, sachez que dans mon parcours, qui est unique, hein, je pense qu'il y a pas 2 parcours qui se ressemblent, ce qui a fait que moi, en tant que yin, je me suis réveillée, c'est que mon autre est allé, sans être conscient du parcours de flamme jumelle, a fait son travail de complétude et de deuil. Et le jour où il n'a plus besoin de moi dans sa vie, où il a tiré un trait sur moi, ça a été long. Donc on a de la chance, pour les polarités, conscientes du lien d'être éveillé au lien, parce qu'on a des outils, on a des conseils, on a un mode d'emploi pour arriver à cette complétude. Mais il y a des gens qui ne l'avaient pas et lui il a mis du temps, mais il y est arrivé et c'est ce jour-là que moi je suis revenue, sans crier gare. Ce que j'attends de Bilal aujourd'hui, c'est que c'est qu'en fait, il s'occupe qu'il fasse comme il l'entend lui, parce que quand on a fait souffrir quelqu'un qu'on aime comme ça, on n'est même pas en mesure d'attendre quoi que ce soit en fait. Moi ce que j'aimerais c'est, oui, qu'on soit dans une réciprocité des sentiments et qu'on puisse vivre des choses ensemble encore et qu'on soit dans la vie l'un de l'autre, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin parce que j'ai pas les moyens d'une exigence particulière, heu et si, ce que j'attends de lui, c'est pas par rapport à moi en fait. Ce que j'attends de lui et ce qui me rendrait heureuse pour lui, pour nous, c'est qu'il, s'écoute, qu'il écoute ce qui se passe à l'intérieur de lui et qu'il écoute ses émotions et qu'il donne de la légitimité à son univers intérieur. Et je sais que c'est en travaillant moi, sur mon ancrage,
à équilibrer ma force tellurique, que lui s'ouvrira vers sa force cosmique. Donc je sais que si je n'ai rien à attendre de Bilal, c'est en attendant des choses de moi-même que Bilal ira vers ce qui est le mieux pour notre lien en fait, et pour lui aussi. Donc cette question, elle est difficile parce qu'elle n'est pas orientée de la bonne façon. La question c'est qu'est-ce que vous attendez de vous pour l'aider lui, aider le parcours. Penses-tu encore à lui? Si oui, à quelle fréquence? Je pense à Bilal tous les jours. C'est probablement la première personne à qui je pense le matin et la dernière à qui je pense le soir. Je pense à lui tout le temps. J'ai de la place aussi dans ma situation actuelle, j'ai de la place pour penser, donc forcément il est beaucoup dans mes pensées. Quand je suis occupée, moins, mais il est là tout le temps. La différence, c'est que quand je me suis réveillée, c'était hyper souffrant parce que la pensée engendrait le manque, euh, et c'était pas du tout agréable. Maintenant, il est juste là en fait. J'ai plus ça ne me crée plus de chagrin et de douleur de penser à lui. Il est là tout le temps avec moi, en moi, et en fait, je l'intègre comme une partie de moi-même. Que ressens-tu aujourd'hui pour ton jumeau, maintenant que tu es réveillé au lien et à l'amour que tu ressens? Aujourd'hui, je ressens pour Bilal un amour euh, unique qui transcende l'espace et le temps. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe plus. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, je l'aime. Et je lui ai dit. Je sais pas si on peut appeler ça un amour inconditionnel. Je crois pas que j'y sois encore, très honnêtement, parce que s'il y a des choses qui se produisaient, je pense que ça pourrait me peiner, me chagriner, mais c'est un amour unique. En fait, là, il y a deux définitions d'amour dans le dictionnaire. J'avais lu ça il y a quelques années. Et il parlait de l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Je crois que dans la vie, on aime beaucoup les gens à un certain stade de sa vie, surtout quand on est plus jeune, pour ce qu'ils nous apportent, pour ce qu'ils viennent combler, pour ce qu'ils nous renvoient. Euh, et, et l'amour doit, du coup, exister un minimum dans la matière, ou l'amitié d'ailleurs. L'amour que moi je porte à Bilal, il n'est pas conditionné par quoi que ce soit, en fait. Il existe même si il se passe rien dans la matière, même s'il ne me renvoie rien, même si parfois il peut avoir des comportements, voilà, qui sont pas des comportements que j'aurais. Il est là, en fait. Il est là. L'amour, c'est une seule âme qui habite dans deux corps. Citation d'Aristote. Après avoir écouté la première partie du témoignage de Sibylle au sujet de son histoire d'amour avec Bilal, il est temps de nous plonger dans la seconde partie tout aussi renversante de son histoire. Merci à elle pour ce beau témoignage qui vient du cœur. Sibylle, espères-tu le retrouver un jour ou penses-tu que c'est fini entre vous dans cette vie? Si c'est le cas, penses-tu pouvoir vivre ta vie sans lui? Notre relation a été complexifiée par une foudre. Alors, je ne sais pas si c'est une foudre, mais en tout cas, il a une maladie assez grave, une maladie auto-immune, euh, qui va probablement, je ne l'espère pas, mais avec le temps réduire sa mobilité, voire la réduire au stade du fauteuil roulant. Donc tout est fait, tout est suffisamment complexe pour ne pas être en mesure de projeter quoi que ce soit. Je n'arrive pas à projeter une vie commune, ça ne m'intéresse même pas, euh, d'être en couple,
je n'arrive pas à projeter si loin que la prochaine fois qu'on se verra et que je pourrais le regarder dans les yeux ou le prendre dans mes bras ou ça s'arrête là en fait. Ça ne m'appartient pas. Ce que deviendra notre histoire, euh, je n'arrive pas à voir plus loin que ça, même si j'ai envie de vivre des choses avec lui, mais j'ai pas besoin d'étiqueter en fait qui se produira. Je ne peux pas le faire. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que il y a rien n'est fini, rien ne pourra être fini. En fait, c'est notre histoire d'amour est infinie. Ça, j'ai bien vraiment compris qu'il y a rien qui s'arrête. Dans cette vie ou dans une autre, il y a rien qui s'arrête. Ça ne se finira jamais en fait. Le lien sera toujours là. Donc, dans la matière, je ne sais pas s'il y a des choses qui se concrétiseront. Mais en tout cas, notre histoire d'amour, elle est infinie. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Oui, je peux vivre sans lui. Je vis sans lui. Je respire, je mange, je ris avec mes amis, avec mes enfants. Je vis. J'arrive à vivre sans lui. Je suis pas décédée du fait de son absence. Et je pense que c'est complètement possible, mais pour ça, il faut se détacher de, de cet aboutissement, en fait, qui est la réunion. Après, j'ai 40 ans, j'ai fait ma vie, j'ai des enfants, etc. Donc c'est peut-être plus simple. Je ne sais pas si j'avais 30 ans, si j'étais célibataire, ce serait peut-être plus compliqué si j'arrivais pas à rencontrer d'autres personnes. Mais oui, je pense que c'est possible de faire ma vie, puisque ça a été le cas. J'espère que pour lui c'est le cas aussi et parce que je crois comprendre que ça a été compliqué de passer à autre chose pendant ces 10 années. Donc je peux que lui souhaiter d'avoir ce qu'il souhaite en fait. Si on était dans un monde parfait, quelle aurait été la relation idéale avec lui? Quelle serait la relation parfaite dans un monde parfait? C'est très sérieux quand je vous le dis, mais il y a rien de plus parfait qu'un parcours de flamme jumelle. Les choses sont parfaitement orchestrées en fait. Il y a aucune erreur. Donc je ne peux pas imaginer autre chose. J'ai même pas de regrets sur ces 10 années de déni. Ça a été difficile parce que j'ai beaucoup fait souffrir mon jumeau et j'ai un gros travail de pardon personnel à faire. Lui aussi a un travail de pardon à mettre en place et je pense qu'en miroir, quand je pardonnerai, il, il me pardonnera et quand il me pardonnera, je me pardonnerai aussi. On fonctionne en miroir, donc si je sais que j'ai du mal à pardonner, c'est qu'en face, il y a aussi un travail de pardon à faire. Euh, mais les choses n'auraient pas pu être autrement en fait. Je, je, je suis heureuse de ne pas avoir eu des enfants avec mon jumeau. Parce que lui, je sais qu'il est dans ce regret-là. Lui, il n'a pas eu d'enfant. Euh, ça aurait été un chaos absolu. Un chaos absolu à l'époque, voire en voyant ce qu'on était et l'étape d'éveil, de connaissance de soi et de guérison des blessures qui était le mien à l'époque, il aurait jamais supporté. Mon conjoint l'a supporté. Parce que nous ne sommes pas flammes jumelles. Parce que nous ne réveillons pas le plus sombre chez l'un et chez l'autre. Donc la vie m'a fait un cadeau aussi en me donnant l'opportunité de faire des enfants avec quelqu'un dans une relation qui est stable, euh, qui n'est pas engorgée d'un enjeu énergétique incontrôlable en fait. Donc pour moi, notre histoire, elle est parfaite telle qu'elle est. Ce regard-là, il est récent. Ça serait à mon réveil que j'ai posé ce regard-là. Lui ne pose pas ce regard-là parce que lui ne connaît pas il ne connaît pas le parcours de flamme jumelle. Donc lui, il est beaucoup dans le souvenir de la souffrance et dans le souvenir de ce qui n'a pas pu être vécu dans le regret, peut-être le remords, et ça doit être très difficile à vivre pour lui.
Si tu avais Bilal face à toi aujourd'hui, que lui dirais-tu? Si j'avais mon César en face de moi, j'aurais rien à lui dire puisque je lui ai déjà tout dit en fait. Je lui ai écrit une très longue lettre de 4 pages, j'ai beaucoup exprimé. Je crois que aujourd'hui, si j'avais en face de moi, le seul mot que je dirais de vive voix, c'est pardon. Pardon de ne pas avoir été capable de me réveiller avant et en même temps, ce réveil était lié à son éveil à lui, en fait. Donc c'était pas possible autrement et je le rends pas du tout responsable. Mais les choses sont comme elles doivent être, donc à part lui dire pardon et que je l'aime du plus profond de mon cœur, voilà, c'est les seules choses que j'aurais à lui dire et que je lui ai déjà dit, il le sait, et lui dire que je ne l'abandonnerai plus jamais. Voilà, c'est fait, il le sait ça. Qu'est-ce que cette relation d'amour t'a apporté de bénéfique dans ton évolution personnelle? Je crois que le cœur du sujet finalement, c'est pas tant notre autre, mais c'est ce que notre parcours, nous a permis, de voir en soi. Bilal, mon parcours avec Bilal a été un propulseur de compréhension incroyable. Quand, je me suis réveillée, il y a eu des prises de conscience quand on était ensemble il y a 13 ans, quand il est parti, j'ai repris une analyse et cetera. Mais tout s'est mis en place très rapidement lors de mon réveil. Ça faisait quand même avant mon réveil peut-être 1 an, à la naissance de mon deuxième enfant, que je commençais déjà à m'ouvrir à une certaine vision des choses. J'ai commencé à écouter, des cours de Talmud, à m'intéresser au développement personnel. Lors de la reconnexion, je pense que, les décharges traumatiques se sont enchaînées les unes après les autres. Bilal me les envoyait sans s'en apercevoir, tout en étant assez distant et assez prudent sur la reprise de contact. J'ai commencé enfin, j'ai été amenée à lire des bouquins comme Les 5 blessures. Il y a des événements qui m'ont ramenée au premier jour de ma naissance. J'ai compris tellement de choses. J'ai compris quand j'ai découvert que j'étais yin. J'ai mis très longtemps ça a été une quête de savoir de quelle polarité dominante j'étais. J'ai compris ma vie entière, mes choix et pourquoi il y avait une dissonance entre ce que je vivais et ce que je ressentais, et pourquoi il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, en fait. Parce que je n'étais pas totalement alignée. J'ai fait des choix professionnels qui n'étaient pas du tout en lien, en accord avec qui j'étais, mes aspirations profondes. Euh, et ce qui a été assez fou, c'est lors de mon réveil, c'est l'appel que j'ai eu de l'ancrage, en fait, l'appel de la nature et de la terre. Ça a été très très fort. Je crois que ce parcours m'a permis de comprendre qui j'étais vraiment. Et je crois que quand on découvre qui on est, notre vie commence. Je crois que grâce à ce parcours, ma vie va pouvoir commencer à 40 ans. Où en es-tu aujourd'hui, Sibylle, avec Bilal? Aujourd'hui, je crois que Bilal et moi avons accepté notre lien. Moi, dans la connaissance du parcours, on a accepté notre lien dans ce qu'il a d'exceptionnel, de fort, d'incompréhensible et d'incontrôlable. Donc nous sommes en communication, il y a parfois des silences, mais on est là l'un pour l'autre. On ne s'est pas revus depuis 1 an. On a manifesté l'envie de se revoir. Euh, on accepte en fait. On accepte les choses telles qu'elles sont, qu'il faut du temps euh, et on laisse faire. Je crois qu'on est dans une relation où on sait qu'il y a un lien entre nous et on laisse faire. Moi, je laisse faire en tout cas. Aimes-tu ton âme sœur de la même façon que ton jumeau ou est-ce différent?
l'amour qu'on porte à son âme sœur et à son autre, à son jumeau d'âme, est différent. Je crois que on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte que on aime l'autre quand on n'est pas construit à l'intérieur, quand on manque d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. On aime l'autre pour ce qu'il nous renvoie. On n'aime pas, et c'est le cas pas que dans les parcours de femmes jumelles, c'est souvent le cas dans beaucoup de relations. Il y a deux types d'amour, l'amour de bienveillance et de concupiscence. Et l'amour de bienveillance, c'est très rare. L'amour de bienveillance, c'est quelqu'un qui peut dire à l'autre, si tu n'es pas heureuse avec moi, quitte-moi. Et qui peut quitter l'autre parce qu'il n'arrive pas à lui rendre heureux. Mais c'est très rare parce qu'en fait, on aime pour soi. Donc l'amour qu'on va porter à son énergie tierce est, dans un premier temps, assez égocentré, assez égoïste finalement. Alors que l'autre, on l'aime pour ce qu'il est. Puisque de toute façon, ce qui nous renvoie, c'est les parties les plus obscures de nous. Son autre peut avoir des comportements et des mots très durs. Mon jumeau a fait des choses que personne, aucun homme ne m'a fait, m'a dit des choses horribles, a fait des choses horribles. On s'en veut encore beaucoup, il n'arrive pas à tout expliquer aujourd'hui, parce qu'on sait que parfois c'est la source qui parle à travers eux, et qui les oblige à avoir certains comportements pour nous amener vers la fuite ou le travail, et nous mettre au pied du mur. Mais l'autre, on l'aime pour ce qu'il est en fait. Et on peut même l'aimer à ses propres dépens. Alors que l'énergie tierce, c'est gagnant-gagnant quand même, c'est quelque chose d'un peu plus mathématique. Mais ça, c'est totalement inconscient. Je pense qu'il y a une espèce de maturité, d'amour qui vient avec l'âge. Et quand j'ai commencé à travailler, à comprendre, à enlever des masques et à comprendre que j'étais, par exemple, très contrôlante, puisque j'avais un masque de Yang, j'ai eu longtemps un faux masque de Yang. J'ai commencé à enlever ces masques-là, à comprendre d'où venaient mes peurs quand j'ai commencé à les regarder, à les comprendre. J'ai pu voir avec un peu de hauteur mes comportements et je les ai désamorcés. Et mon comportement avec mon autre a changé aussi. Et je vous dirais même que j'ai commencé à aimer mon conjoint comme il le mérite. Alors, c'est pas le même amour que celui qu'on porte à notre autre, mais comme il le mérite, ou en tout cas à l'aimer pour ce qu'il est quand je me suis réveillée, en fait. Alors, c'est un amour, c'est un amour différent. C'est l'amour qu'on peut porter peut-être fraternel, on forme une équipe à un certain moment, on est un soutien pour l'autre, on est un pilier, une une constante et certains fonctionnements, comme le mien, j'ai besoin de constante. Ça rassure d'avoir des constantes dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus inconstant que son genou? Et c'est tellement imprévisible que on se réfugie et on n'a pas forcément envie de cette constante-là. Surtout dans un monde qui, qui, euh, qui fait peur aujourd'hui. Penses-tu que les énergies tierces sous la forme d'âme sœur aident le runner dans sa compensation? Je vais répondre à cette question toujours en partant de mon propre spectre, de ma propre histoire. Mon âme sœur, pour moi, une âme sœur, c'est doux, c'est fluide, c'est simple, et ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui vous protège, qui vous dorlote. C'est quelque chose de confortable. Dans le confort, il n'y a pas de grande transformation. Les grandes transformations, elles se font dans le chaos. Donc je ne dirais pas que mon conjoint m'a aidé à ma compensation, puisque mon fonctionnement, je considère que dans le couple, c'est deux Legos qui s'emboîtent, et, et la matrice de mon Lego est venue s'emboîter dans celle de mon conjoint avec ses fonctionnements. Donc il y avait quelque chose qui se... Alors parfois on se ressemble, parfois on se complète un peu, mais
c'est pas lui qui est venu me faire travailler tout ce qu'il y avait à travailler, c'est moi un jour qui ai réussi à voir mes fonctionnements, à comprendre mes peurs qui, euh, qui étaient la source de mes fonctionnements et de mes choix. Et c'est là que j'ai pu déjouer les choses et travailler ma compensation. Mais si je l'avais pas fait, mon couple continuerait à fonctionner comme il a toujours fonctionné. Et c'est là que le tremblement de terre arrive quand vous retournez dans votre lien. C'est que comme vous faites ce travail-là, vous ouvrez les yeux, vous regardez, vous voyez les choses, l'équilibre se modifie dans le couple. Parce qu'un des deux change, un des deux voit, et le contrat change. Le contrat d'être avec l'autre change. Mais il est tacite, ce changement. Et donc, il faut voir si ce changement peut perdurer ou s'il doit s'arrêter. Je vous laisse voir dans votre propre histoire et imaginer ce qui se passe. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de changements et je ne pense pas que mon conjoint ait aidé à la compensation. En tout cas, il m'a donné un cadre rassurant pour assumer et pour vivre cette compensation le mieux possible. Voilà. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Sans lui, je ne sais pas si ça aurait été possible dans de telles conditions. Et si j'aurais avancé aussi vite dans le travail de compensation, même s'il m'en reste quand même beaucoup. Donc je pense que je peux dire grâce à lui, j'ai compensé le mieux possible, le plus rapidement possible. Les énergies tierces sont parfois, en tout cas dans mon cas, une terre d'exil qui nous permet de prendre le repos et de prendre les forces dont on a besoin pour affronter l'exigence du parcours et le tremblement de terre qui a lieu quand un yin, qui s'est croyé yang, beaucoup de yin, doit enlever un à un les masques qu'il a posés sur son visage toute sa vie. Je pense que pour certains, s'il n'y a pas de fondation assez solide, on peut être dans des compensations sous des formes assez graves. Donc être dans un environnement sain, je parle du mien, m'a vraiment permis d'affronter tout ça en ayant un socle dans lequel je me sens en sécurité, aimée pour qui je suis, quel que soit le masque que je porte. Et je pense que sans ça, je ne sais pas si le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui depuis mon réveil aurait été celui-là. Une chose est sûre, c'est que sans cette énergie tierce, c'est ces 10 ans de fuite, les 10 ans qu'il a fallu pour mon jumeau pour faire le deuil, pour entrer en complétude, notre histoire n'aurait, peut-être qu'il y aurait eu réunion, mais très peu de temps. Très peu de temps en fait. Une terre d'exil, voilà, ce que peut être une énergie tierce. Et parfois, je me dis que c'est injuste parce que la personne que je suis devenue, grâce à ce qui s'est produit dans ma vie, aux gens qui sont autour de moi et au parcours, la personne que je suis aujourd'hui, elle a été forgée, elle a été portée aussi par mon énergie tierce. Et il a vu tout ce qu'il y avait de plus sombre et de ce qu'il y avait de plus ingrat. Et mon autre, lui, je lui ai épargné ça. Je lui ai épargné ça parce que je me suis sculptée, mais ça a été difficile. Ça a été difficile pour mon conjoint. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui s'aime pas, qui ne s'estime pas. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas ne sait pas aimer correctement l'autre. Et ça, c'est très ingrat. Parce que le jour où on va mieux, où on va bien, où on s'aime, on va
potentiellement, je parle pas forcément pour moi, mais potentiellement, elle est donnée toute cette capacité d'amour, cette capacité à aimer de façon inconditionnelle, alors qu'on aimait de façon totalement conditionnée à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas là dans les moments difficiles et obscurs. Donc il y a aussi quelque part quelque chose d'injuste, mais tout est juste. Tout est juste et je pense que de toute façon, à un moment donné, les énergies tierces sont accompagnent le parcours et vont soit partir d'elles-mêmes, soit ne pas lutter contre une séparation, baisser les bras, ne pas ne pas ne pas s'opposer en fait. Tout va être fluide. À un moment, tout est fluide et tout est juste. Les énergies tierces, ces personnes qu'on nomme à la troisième personne du pluriel, qui sont des gens. Donc dans cette multitude de gens, il y a certainement différents profils, des pervers narcissiques, des manipulateurs, c'est ce qu'on dit souvent sur les réseaux, que le yin, que la polarité fuyante est sous l'emprise de cette personne, qu'on peut rendre responsable du non-accomplissement de la réunion, etc. Personne n'est sous l'emprise de personne. Je crois que on fait juste des choix qu'on pense être les meilleurs pour nous. Je vais vous parler de mon énergie tierce, qui est le père de mes enfants, qui est une personne qui m'a donné de l'amour à un moment où j'étais complètement perdue et où j'avais un vide en moi tellement énorme. Il est venu m'apporter tout ça. En fait, mon conjoint a été une matrice de transformation. Ça a été le ciment, un pilier fondamental dans ma vie. Il l'est toujours et il le restera toujours. Quand on construit avec quelqu'un, euh, pendant des années, même quand on se reconnecte à son parcours et à son autre, on ne tire pas un trait sur des gens comme ça. On ne peut pas, ça demande du temps, le temps de savoir si on ne se trompe pas, si on fait le bon choix, le temps de savoir si c'est le bon choix pour nous, si c'est le bon choix pour ses enfants. Euh, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le choix de la séparation avec son énergie tierce, on le fait pour soi et pas pour l'histoire avec son autre. Et faire ce choix pour son autre est une grande erreur à mon sens. Donc moi, j'ai pas envie de vous dire si je l'envisage ou pas. En tout cas, effectivement, ça met en mouvement les choses qui sont posées. C'est un tremblement de terre, en fait, on remet en question pas mal de choses. Mais cette décision est prise avec le temps et pas pour son autre. Et tant que l'autre a, exige, demande, souhaite, rêve cette séparation, je pense qu'elle elle n'aura pas forcément lieu en fait. Voilà. En tout cas, je voudrais vous dire que je porte un respect et un amour très fort aussi pour mon, pour mon conjoint, qui a fait de moi qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui m'a aidé à pouvoir euh, assumer le travail qui est demandé par la source au moment de mon réveil, parce qu'on prend cher, on se réveille, on replonge dans la nuit noire de l'âme, on est face à tous les espaces sombres de, de nous en fait. Il faut avoir les épaules pour ça. Et, et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu affronter tout ça.
et que mon autre pourrait aussi dire que c'est grâce à lui qu'il l'affronte aussi et qu'il vit ce qu'il vit, parce que si moi j'affronte grâce à ma matrice de transformation qui est ma famille, je fais avancer mon autre aussi et il avance aussi grâce à cette énergie tierce. Donc parfois je trouve que les énergies tierces sont nommées avec peu de respect. C'est peut-être parfois justifié, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergies tierces qui nous ont aidés à fonder, à remplir un vide, parce que le jumeau n'en était pas capable, parce que le lien n'est pas là pour remplir, il est là pour vous montrer ce qu'il y a de vide. Donc je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais en tout cas, je sais que chaque chose s'est produite pour une raison, et les énergies tierces travaillent aussi pour le parcours, travaillent aussi pour le lien, et je pense qu'on leur doit du respect. Quel conseil donnerais-tu aux chasers pour les aider à comprendre leur runner? Le conseil que je donnerais aux polarités yang de base, chaser, ex-chaser, chaser en l'occurrence, qui chasse toujours, faites votre vie. Faites votre vie, lâchez. Alors c'est des injonctions. Moi, il m'a fallu du temps. Quand je me suis réveillée, j'ai tout fait. J'étais accro aux guidances. Une addiction après, je suis passée au groupe Facebook, etc. Dites-vous bien que pour faire revenir, la plus grande chance que vous ayez de faire revenir votre yin ou la polarité fuyante, c'est de lâcher l'affaire. Et mon parcours en est la preuve. Il a été le premier à être surpris de mon retour, parce que lui, pas conscient du parcours de flamme jumelle, il a fait le travail en inconscience. C'est peut-être pour ça qu'il a été très long d'ailleurs. Mais je pense vraiment que le jour où il s'est dit c'est fini, en fait, j'en peux plus. 7 ans après notre rupture, 8 ans, il m'a avoué récemment, l'année dernière, qu'il avait envoyé un message qui était resté sans réponse, et qu'il avait envoyé un message en disant je suis derrière ton travail, je t'attends. Et je n'ai jamais eu ce message, donc la source intervient aussi quand elle considère que c'est pas le bon moment. Et ça a été la goutte d'eau, je pense, pour lui. Ça faisait 8 ans, je pense que j'étais un peu un fantôme dans sa vie, et qu'il a lâché parce qu'il n'en pouvait plus. Et quand il a lâché, je suis revenue. Si vous voulez comprendre votre runner, ne vous tournez pas vers votre runner. Tournez-vous vers vous. La vie va vous amener à équilibrer vos polarités. Et quand vous vibrerez la polarité opposée, vous comprendrez votre autre en fait. C'est pas l'autre qui vous apportera des compréhensions. On ne comprend que ce qu'on expérimente. Même si vous écrivez un bouquin sur son fonctionnement, si vous aviez un mode d'emploi, si ce n'est pas quelque chose que vous vibrez, un mécanisme que vous avez mis en place à l'intérieur de vous, vous ne le comprendrez pas. Donc, tournez-vous vers vous. C'est le meilleur chemin pour comprendre l'autre. Quel conseil donnerais-tu au runner face à un chaser qui souffre et qui a peur? Le conseil que je donnerais au runner face à son chaser qui souffre, je vais me faire des ennemis, mais ça ne vous appartient pas, cette souffrance. Ça ne vous appartient pas. J'ai déjà échangé des échanges assez costauds avec des gens sur ce sujet, des chasers qui disaient mais se rend-il compte de ce qu'il me fait, quel égoïsme. Non. Quand mon autre essaie de revenir, m'envoyer ces messages faussement détachés, qui suintaient la souffrance, moi je ne pouvais pas. Alors j'avais je donnais des réponses, je répondais courtoisement, mais je ne pouvais pas alimenter ça. Déjà parce que je n'en avais pas envie, j'avais pas envie de prendre en charge ça.
son attachement au lien, son attachement à moi ne m'appartenait pas. Moi, j'étais partie dans autre chose. J'avais autre chose à vivre. Donc, le conseil que je peux donner au runner, j'ai même pas à dire répondez aux messages. Alors oui, c'est difficile, un runner qui répond pas du tout. Enfin, moi, je répondais. Quand j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu les messages. Mais c'était des réponses très laconiques qui me faisaient souffrir parce que quand on envoie un mail et qu'on répond, bah écoute, tout va bien, j'espère que pour toi aussi, je t'embrasse, salut. Est-ce que ça fait plus de bien qu'une absence de réponse? C'est presque une non-réponse, ça. La souffrance de l'autre ne nous appartient pas dans la mesure où la souffrance qui est ressentie n'est pas liée à nos actions directement. Elle est liée à l'histoire émotionnelle, aux cicatrices émotionnelles de l'autre. Et en le laissant seul avec sa souffrance, on lui donne l'opportunité, inconsciemment, de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Si l'autre attend toujours comment dire, qu'on allège sa souffrance, c'est maintenir toujours ce regard vers l'extérieur et ce besoin extérieur de, 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 de solution à sa souffrance. La solution, elle n'est pas là. Et donc, j'ai pas de... Il y a tellement de cas différents. Voilà, c'est difficile de faire des grandes généralités. Il y a peut-être effectivement des choses faites par des runners qui concrètement ont énormément blessé un chaser et que le chaser aimerait entendre pardon, par exemple. Moi, en tant que runner, je, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je ne peux pas parler au nom de tous les parcours de flammes jumelles. C'est dangereux. C'est une infinie de cas particuliers. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question qui est effectivement assez difficile. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail.